Voilà, je commence par m'introduire et puis Martine. Mais moi, c'est Alain Cardon, j'ai 65 ans tapés, donc 66 ans, et coach, maître coach certifié par l'International Coach Fédération et superviseur depuis au moins une dizaine, quinzaine d'années. C'est pas plus, 2002 Non, oui, non 2002. Puisque c'est le sujet de notre discussion, je préfère le dire tout de suite. Ouais. Voilà. Et d'accord. Martine Boll. Donc, je suis coach depuis une bonne vingtaine d'années, supervisée par Alain Cardon dans les années 2002, 2003, 2004. Superviseur moi-même depuis 2003 en supervision collective. Et récemment, j'ai monté des modules de formation à la pratique de la supervision. Et pas des formations de superviseur. J'y vois une nuance. Voilà. Donc, Alain, l'idée, c'était aujourd'hui de discuter autour du sujet de la supervision. L'idée, c'était de débattre, de partager nos idées, de les confronter, de les remanier. Toujours partant. Alors, on démarre comment? Tu vois, je peux peut-être raconter que pour moi, au départ, la supervision, ça a été du coaching de coach quand j'ai démarré. Et je trouve que c'est intéressant lorsqu'on commence à avoir de l'expérience, de la formation et un peu de recul sur cette expérience, de pouvoir répondre à des sollicitations de coachs un peu plus juniors qui ont envie de venir partager, se tester, réfléchir. Et pour moi, ça a été le déclencheur de oser être superviseur. C'était déjà d'avoir travaillé avec toi pendant 3 ans. Où tu disais si vous avez travaillé avec moi, vous pouvez superviser. C'était le fait sans être adoubé. Et puis Daniel Darmonier aussi, qui m'avait proposé d'ouvrir un groupe de supervision à Lyon et qui m'avait dit tu es prête. Donc ça avait été 2 déclencheurs importants parce que je pense qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise un jour à être superviseur? De quoi on a besoin? Ça c'est pour soi. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'on peut apporter quelque chose aux personnes qui viennent en supervision? Donc je trouve que c'est 2 questions qui sont... Alors sur le fond, je trouve intéressant le mot supervision parce que c'est comme la supervision de manager. Un manager supervise son équipe. Et en faisant le lien, je trouve que le métier de coach et le métier de manager sont 2 métiers qui accompagnent d'autres métiers. Autrement dit, un bon manager n'est pas expert dans le contenu, c'est pas un psychologue, mais c'est quelqu'un qui accompagne des personnes qui pratiquent des métiers différents. Ouais. Donc c'est un métier d'accompagnement de métier, c'est un métamétier, le management. Le coach, il se trouve, c'est la même chose. Autrement dit, le coach accompagne des gens qui sont dans divers métiers. Et il y a énormément de similitudes entre le management et le coaching. Et c'est intéressant de dire dans ce contexte-là qui supervise le coach comme le manager est supervisé. Donc on peut parler beaucoup de la similitude entre les 2 métiers, mais c'est un autre sujet. Mais je trouve que c'est très important pour un coach qui accompagne des métiers, des personnes qui sont dans des métiers. En fait, il accompagne des personnes qui pratiquent leur métier. Comment ce coach est supervisé sur sa façon d'accompagner d'autres personnes dans leur métier. Et autant un manager va faire appel à un coach pour avoir une forme de supervision, autrement dit un coaching du management, de son management, autant un coach parallèlement devrait ressentir l'utilité d'être supervisé dans sa façon d'accompagner d'autres personnes. Il y a un genre de parallèle là. Ce qui fait que pour des personnes comme toi qui ont à la fois une pratique de coaching, mais aussi un passé de manager, il y a de chefs d'entreprise, etc., d'accompagnement de personnes dans leur métier, dans un autre métier en tant que manager. J'ai trouvé que tu avais une avance, en quelque sorte, dans la notion de supervision, où il suffisait de faire le calage par rapport à ce que c'est que superviser des coachs dans leurs compétences d'accompagnateur, puisque tu avais déjà un passé d'accompagnateur, etc. Donc c'est pour faire ce parallèle.
Enfin, voilà. Et c'est un parallèle, pour autant, j'ai trouvé difficile peut-être la posture qui m'a fait le plus réfléchir dans mes différentes formes d'accompagnement, c'est quand même celle de superviseur. Parce que je me suis mis facilement au coaching individuel, au coaching d'équipe. Ça, j'avais beaucoup bossé avec toi sur la partie coaching d'équipe. Et puis un jour, je me suis retrouvée superviseur. Je me sentais légitime, parce que j'ai ce passé de chef d'entreprise, mais j'ai aussi un passé de travailleurs sociaux dans les déjà 30 ans. Et en même temps, je me sentais souvent en difficulté, avec plein de questions. Et c'est pour ça que la supervision aussi de moi-même, de superviseur, donc c'était encore intéressant d'être supervisée. Donc je vois aujourd'hui plusieurs formes d'accompagnement. Alors en quoi, qu'est-ce qui faisait que je trouvais que c'était plus difficile, voire même que du coaching d'équipe ou individuel, c'est que j'avais le sentiment que j'avais à la fois besoin de regarder et les personnes dans leur propre développement, leurs gestes de coach, leur rapport aux situations quand elles sont en pratique, voire même le développement de leur identité professionnelle, et à la fois ce qui se passait dans le groupe, dans l'équipe. Et en même temps, est-ce que ce que l'on produisait ensemble avait une fonction supervisante? Alors là, ce que tu soulignes, je t'interromps, oui. Ce que tu soulignes, c'est que tous les deux, nous pratiquons un accompagnement en supervision collective. Okay. Parce qu'il y a des personnes qui font de la supervision individuelle et des coachs qui demandent aussi de la supervision individuelle. Alors je trouve intéressant cette dimension, c'est-à-dire que c'est souvent le reflet, c'est des coachs qui travaillent surtout avec des individuels, qui accompagnent des individuels, qui eux-mêmes surtout travaillent en individuel dans leur organisation. Donc c'est des individualistes, on pourrait dire si on exagérait un peu, qui ont tendance à avoir des relations one-on-one, seul à seul avec leur patron. Ils demandent un coach individuel. Dans certaines entreprises, il n'y a pratiquement pas de travail en équipe, c'est que des relations individuelles avec le patron. Ils appellent ça manager des personnes. Et ces entreprises vont faire appel en priorité à des coachs individuels pour accompagner des individuels. Et la dimension équipe, collective, etc. est chantée. Ces coachs vont aussi demander de la supervision individuelle et vont avoir beaucoup de mal à se mettre en situation de supervision collective. La différence de la supervision collective, à mon avis, c'est que l'on met dans le cadre de la supervision le contexte collectif qui, même si on fait du coaching individuel, est toujours présent. Autrement dit, il y a le système qui joue en vrai, en live, en temps réel, dans la situation de supervision collective qui va refléter ce que font les supervisés, les coachs, dans leur métier, dans des environnements collectifs, même s'ils n'en tiennent pas compte, même s'ils pensent qu'ils font du coaching individuel. Donc là, on se rejoint beaucoup, c'est-à-dire que, en tout cas, je parle pour moi, je trouve que la supervision collective apporte un niveau de complexité dont tu parles, c'est-à-dire quid du développement de la personne, de ses compétences, de sa façon d'accompagner, en insérant ça dans un cadre collectif, en tenant compte dans la supervision. Et là, il y a beaucoup de reflets. Oui. Alors, ça, je pense que c'est une de tes spécificités. Mais la tienne aussi, tu fais de la supervision collective. Et aussi de l'individuel. Et en collectif, j'ai une partie où je travaille de cette manière. En individuel. Et en collectif et en individuel. Et en collectif et en individuel. Et je veux souligner cette spécificité parce qu'elle n'est pas si simple à capter et à mettre en exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de supervision collective, mais je pourrais y revenir. Donc, ce que je vois dans une partie du travail que je fais, et où toi tu vas très loin, c'est cette supervision collective systémique, où on ne fait pas de la systémique sur le plan conceptuel et intellectuel pour analyser une situation ou son rapport à la situation. C'est un process qui fait vivre comme une équipe réelle. Tout le système en temps réel. Tout le système en temps réel, avec une notion de production. C'est-à-dire que des personnes présentent leur situation, elles sont coachées, accompagnées devant le groupe
elles s'accompagnent avec le groupe, elles sont accompagnées par une personne du groupe en particulier et avec le groupe parce qu'il y a du débrief derrière. Donc là, on est à la fois dans de la production, j'ai l'impression, parce que le temps est rythmé, comme dans une équipe réelle où il y a la réunion déléguée sur laquelle tu as affiné les rôles de facilitateur, de cadenceur, de pousse-décision et de méta-coach. Et d'autres, je veux dire, il y a toute une mécanique ou une horlogerie d'accompagnement de système qui est portée par l'ensemble des groupes. Alors ça, c'est une particularité, mais il est clair aussi que chacun travaille au niveau individuel sur ses limites dans le système. Donc c'est pas que individuel, mais c'est aussi individuel. Je trouve que le débat, personnellement, soit individuel, soit collectif, est un faux débat. C'est-à-dire qu'on porte le collectif en nous, même si on pense être solitaire. Et le travail dans le collectif est un travail individuel, c'est-à-dire qu'on vit en société. D'en faire abstraction est presque une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on sort la réalité, on la met dans un tube, on prétend qu'il n'y a pas de lien avec l'extérieur et on analyse. Bon, l'ennui, c'est que dès qu'on est dans la nature, il n'y a plus de tube, il y a toutes les interfaces avec l'extérieur et tout est systémique en fait. Donc le développement individuel faisant abstraction du système autour, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc je vais au bout de cette logique totalement systémique aujourd'hui. Voilà. Alors, comme je te disais, j'avais trouvé ça difficile au départ, avec toutes ces questions qui se posaient. Je constate, après 2003, ça fait quoi, 12 ans, bref. Je constate qu'avec la pratique régulière de la supervision en tant que superviseur et en tant que supervisé, c'est aussi très apprenant d'être superviseur, c'est qu'il y a une façon de penser et de regarder qui nous marque. Hein. Bon, là, on peut faire de la neurologie, mais et qui change notre manière de penser. Enfin, moi, j'ai vraiment senti que j'avais maintenant une aptitude à décoder très vite ou à regarder très vite tous ces différents niveaux. Tous les éléments systémiques au niveau de la vie, même au niveau de ça. Je dirais il y a des avantages ou des dommages collatéraux, c'est-à-dire que ça change notre regard. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que personnellement, la plupart des gens que j'ai en supervision sont aussi des gens qui ont fait une formation au coaching systémique. Donc, quand elles arrivent, elles ont déjà ce regard. Rodé. Et elles viennent en supervision collective pour continuer à affiner ce regard systémique qu'ils développent par ailleurs dans leur vie aussi. Donc c'est toute une démarche, on pourrait dire, de développement d'une perspective systémique qui est amorcée dans les fondamentaux du coaching et qui est appuyée, développée dans la supervision collective, qui est aussi systémique pour moi. Dans ma tête, je suis en train de me dire qu'est-ce qui serait intéressant maintenant de voir. C'est à la fois quelque chose qui pourrait être, si on reste en train de vraiment centrer sur ce type de supervision systémique, finalement quel impact cela produit pour les personnes et du coup pour le client final. Ou bien j'avais aussi dans l'idée qu'on pouvait aussi parler d'autres formes de supervision collective, mais on n'est peut-être pas obligé de développer là. Il y a des supervisions où les personnes veulent apporter des cas et être supervisées sur le cas, c'est-à-dire discuter avec le superviseur du cas et repartir avec des solutions pour le cas. Donc un des regards sur la supervision, c'est je suis coach, je travaille dans des entreprises, j'ai des cas difficiles, je veux en parler à un superviseur et je veux avoir l'éclairage du superviseur, on va discuter de ce cas. Alors, ça c'est de la supervision individuelle et centrée sur des cas. Dans la supervision collective, ça a lieu. Autrement dit, moi je le définis comme un espace. Alors, on peut le traiter ce genre de choses en supervision individuelle, où il y a des superviseurs qui font du traitement de cas. Et moi, je dirais que c'est un peu plus proche d'une approche d'expert. Autrement dit, le superviseur est un expert et il va apporter
des réflexions ou une évolution, ça peut être en coaching, sur le cas. Mais on n'observe pas la personne travailler. Ouais. C'est sur raconter un cas, c'est différent. Autrement dit, c'est comme un joueur de tennis qui irait voir son coach en disant voilà ce que j'ai fait dans mon dernier jeu. Il va raconter son dernier jeu, mais le coach ne voit pas le jeu. Okay? Ouais. Alors, il va éventuellement se centrer sur la relation établie avec la personne, mais il ne voit pas l'ensemble de la stratégie de jeu. En supervision collective, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui apportent des cas, et pour ma part, je mets un coach. Je demande à quelqu'un d'autre de le coacher. On voit un coaching de ce cas. Et ensuite, on va superviser le coach sur ce qui s'est passé dans la relation avec la personne qui apporte le cas. Et on va regarder les reflets entre le coaching qu'on a vu, l'histoire du cas et éventuellement ce qui s'est passé dans la salle, avant, après, etc. Autrement dit, il y a un lien entre le cas et ce qui se passe avec le coach, le choix même du coach. Il y a des tas d'éléments systémiques, je dirais, de résonance en fait, qui se passent entre le coach, le client qui apporte le cas, qui est aussi coach, etc., etc. Donc cet aspect est abordé en supervision collective. Ouais. Tu fais la même chose, je pense. Je le fais. J'appelle ça aussi la cascade des reflets, parce que ce qui se joue ici, qui est emmené, étant un reflet de ce qui se passe avec la relation avec le coaché, équipe, individuelle ou équipe, comme étant aussi le reflet de ce qui peut se passer dans l'équipe réelle avec laquelle le client est venu. Alors, effectivement, tu disais quelque chose qui est important, que tu as des personnes qui viennent continuer à ajuster leurs gestes professionnels et leur manière de penser et d'appréhender les situations. Pour ma part, dans les personnes qui viennent, toutes n'ont pas cette formation systémique. Oui, non, toutes n'ont pas cette formation systémique, pour moi non plus. Mais il y a, comme la moitié du groupe là, il y a tout de suite un écart et il y a des personnes qui viennent en supervision pour petit à petit acquérir ce regard systémique, mais ils n'ont pas la même base que d'autres, donc ils sont inspirés par les autres, voire ils sont un peu largués par les autres, parce qu'ils ont du mal à accepter et saisir qu'il y a des hasards extraordinaires qui se passent. J'ai une anecdote à te raconter, je te la raconte. Une fois en supervision, il y avait une personne qui apportait un cas, en fait, et donc un coach. Et le coach dit où vas-tu t'asseoir, et celui qui apporte le cas, donc le client du coach, rapproche sa chaise, la recule, le rapproche un petit peu, puis s'assied, et on peut dire les deux, et finalement la recule de nouveau. Il ne savait pas échapper au coach, et qui lui a dit avant que tu démarres, c'est intéressant, est-ce que ton sujet n'aurait pas à voir avec une question de juste distance? Autrement dit, il a capté un genre de ballet qui se faisait pendant que le client commençait à penser à ce sur quoi il voulait travailler. Et le client tout de suite a dit mais c'est extraordinaire, c'est tout à fait ça. J'ai besoin d'encadrer quelqu'un. C'était en fait un entrepreneur. J'ai placé quelqu'un à manager mon entreprise. Je ne veux pas le lâcher trop vite parce qu'il ne comprend pas tout. Et en même temps, je veux lui laisser son espace pour qu'il puisse prendre sa place. Et j'ai beaucoup de doutes sur jusqu'où je l'encadre, mais ça peut l'emmerder. Et jusqu'où je le lâche, mais il pourrait faire des tas d'erreurs. Et donc, avec cette observation, avant même que le client démarre, le coach a proposé au client une image qui a permis au client de foncer tout de suite. Alors, pour des personnes qui n'ont pas le regard systémique, c'est du hasard, mais comment, etc., on a ça des images. Ça pourrait faire un peu magique. Ça fait magique, ça fait ésotérique, etc., etc. Autrement dit, pour beaucoup, l'approche système
est un concept, mais pas une réalité quotidienne qui peut aller jusqu'à dans l'observation de petits éléments, on va dire, qui sont à un niveau fractal par rapport à une préoccupation plus générale. Alors, bien entendu, on peut observer et interpréter, et on a peut-être tort. Donc il faut être très respectueux et subtil et pas forcément interprétatif, mais ça n'empêche qu'on peut offrir ça comme réflexion au client en disant c'est marrant, je me trompe peut-être, position basse, etc. etc. Mais c'est cette dimension-là systémique que je trouve très important pour les coachs de voir comment autour d'eux il se passe énormément de choses qui peuvent constamment être intégrées dans l'accompagnement et donc sa place en supervision. J'ai un exemple qui va aussi dans ce sens où hier avec un groupe, quelqu'un qui était en train de travailler, le groupe étant à l'écoute, et quelqu'un très formé justement à capter ces signaux verbaux, enfin le langage verbal bien sûr de la personne, et aussi tous ces gestes. Et on entendait dans l'escalier quelqu'un qui faisait le ménage, l'aspirateur. Et cette personne qui faisait le ménage s'est mise à tousser. Et un des coachs présents a dit, mais en fait pour moi ça a été une révélation parce que ménage égale femme de ménage et l'atout était une voix d'homme. Et du coup il a eu un déclic dans sa tête en disant, mais finalement je suis en train de penser d'une certaine manière avec ce que je connais, mes représentations, et cette tout d'homme a éveillé le fait qu'il avait peut-être besoin de penser autrement et c'était très adéquat par rapport à la situation. Ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pas de la magie, c'est-à-dire c'est une interprétation. Un entraînement qui fait que comment on utilise comme tout ce qui se passe. Ouais. Tout ce qui se passe comme peut-être une possibilité de sortir de nos cadres de référence, de nos habitudes de pensée. Ouais, et j'en étais, tu vois, à la question, mais quel impact finalement ce type de supervision systémique dont on parle, collective et systémique, d'organisation, parce qu'il y a d'autres approches systémiques avec d'autres qui travaillent autrement. Qu'est-ce que cette façon de travailler a comme impact? Et donc je pense que l'impact est sur, bien sûr qu'il y a le geste professionnel qu'on va apprendre à regarder et comment on l'applique en situation réelle et comment on se dépatouille aussi de situations. Comment je fais, comment je m'y prends, où suis-je, pourquoi elle m'impacte autant et comment elle me touche. Et en même temps, cet entraînement sur bouger très vite les cadres de référence dans lesquels on est vite inspiré nous-mêmes. Alors, je trouve qu'on a couvert un peu, enfin on a évoqué la dimension systémique, il y a d'autres dimensions intéressantes à parler en supervision. Et je trouve qu'on a une différence, une complémentarité, c'est-à-dire que dans mes supervisions, quand j'ai commencé, j'ai très vite fait valider ces supervisions par l'International Coach Fédération comme des supervisions valables en formation de coach selon les compétences de l'ICF. Autrement dit, on peut aborder les supervisions comme des façons de développer quelque chose de très précis ou comme quelque chose de large. Il y a des personnes, par exemple, qui veulent me voir parce qu'elles savent que j'ai un passé d'analyste transactionnel et elles s'attendent à ce que dans la supervision, je parle de ça. Or, je reste strictement centré dans mes supervisions sur l'accompagnement, sur les 11 compétences de coach pour aider des coachs à développer leurs compétences selon l'ICF. Dès que des personnes commencent à parler de, je sais pas, d'autres théories ou veulent développer des théories, d'abord développer des théories, c'est de la formation, c'est pas du coaching, ici on fait de la supervision, c'est pas didactique, on va pas faire de la théorie. Deuxièmement, pour l'ICF, l'analyse transactionnelle, c'est un langage qui n'appartient pas aux 11 compétences, c'est pas la terminologie utilisée. Alors vous pouvez le faire, mais si vous voulez vous présenter à l'ICF, ça risque de compter contre vous. Donc je suis assez rigoureux là-dessus. C'est un choix personnel, hein. C'est-à-dire que je m'inscris dans l'ICF. Il y a des personnes qui font des supervisions plus analyse transactionnelle, qui peut avoir sa place dans du coaching
pas selon l'ICF, mais pourquoi pas, de la Gestalt, de la PNL, etc., etc. Donc c'est important, moi je dirais, de choisir son superviseur en fonction de son objectif et puis son terrain, etc. Parce qu'il y a des superviseurs qui sont clairement compétents dans certains domaines et c'est pour ça qu'on va les voir. D'autres sont compétents dans d'autres domaines et c'est pour ça qu'on va les voir. Donc là, je parle de choix de superviseur par rapport au contexte de la supervision. Ouais. Alors je sais que toi, tu as fait une recherche dans des supervisions très très larges et que tu intègres ces dimensions. C'est pour ça que j'évoque ça. Oui, et en fait, je me suis aperçue que et c'est toujours nos clients qui nous font évoluer, enfin moi, c'est toujours mes clients qui m'ont fait évoluer. Et j'ai travaillé pendant des années vraiment avec, comme toi, ben voilà, avec cette volonté très précise et de production et de systémique et de penser autrement. Et puis un jour, une cliente m'a dit, mais tu vois, ce qui me manque dans ces supervisions, c'est toi. Et elle attendait que je donne quelque chose de moi, de mon expérience autrement. C'est une réflexion que j'avais faite quand j'avais écrit ton livre sur le coaching d'équipe. J'avais pu le lire et j'avais dit c'est super parce que tu parles des réunions déléguées, c'est vraiment un livre très concret. J'ai dit mais ce qui manque un peu c'est toi. Tu l'as fait plus tard dans les autres livres. Parce que je trouve qu'il y a effectivement les process tels qu'on les met en œuvre, mais il y a aussi nous, avec notre chair, notre histoire, etc., comment on fait vivre. Alors cette évolution, elle a eu lieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut apprendre les process délégués, je lui dis fais l'atelier, c'est pas ici qu'on va le faire. Je propose de mettre en place cette mécanique parce qu'elle est utile, mais là où le superviseur est présent, c'est beaucoup plus dans son intimité, dans son partage de ses propres difficultés, c'est à parler de lui, c'est pas à parler de méthode. Donc là, je trouve que c'est très différent. Je peux développer sur un investissement traditionnel, je parle pas de moi, je me cache derrière une théorie. Si je suis complètement remué par un travail au point d'avoir la larme à l'œil pendant que j'accompagne la supervision et que je propose des choses que le coach aurait pu dire aux clients, etc. Il y a une intensité, une intimité, une transparence, etc., etc., où le superviseur est très présent en tant que personne. C'est pas la théorie qui fait ça. Non. Okay, c'est pas mon bagage théorique ou mon expérience. C'est beaucoup plus ma présence dans ce qui se passe d'humain à un moment donné, avec mes émotions, avec je veux dire, ma fragilité, etc. Quelquefois, c'est aussi le partage de comment je suis complètement impliqué à titre personnel dans le travail du groupe, parce que ce n'est pas un hasard si je suis là et que le groupe travaille sur certaines choses, c'est que ça me renvoie aussi à mes limites et je peux le partager. Donc il y a des éléments, je dirais, je suis tout à fait d'accord, un superviseur a besoin de modéliser comment tout travail vraiment efficace se fait dans une intimité, une fragilité, un partage à un niveau beaucoup plus profond et personnel. C'est la compétence 4 l'ICF, la présence. Voilà. Et tu vois, et pour me donner moi l'autorisation d'explorer autre chose, j'ai créé un autre groupe de supervision où j'ai travaillé cette fois-ci plus du tout dans un groupe. C'est pour ça que chaque fois que je parle de supervision collective, je précise systémique. Parce qu'il y a de la supervision collective en groupe et qui n'est pas systémique. Avec une position du superviseur centralisée. Et pourquoi pas. Et je connais un certain nombre de superviseurs qui travaillent comme ça, c'est intéressant aussi. Et là, j'ai pu superviser directement devant le groupe un certain nombre, une personne, et puis après une deuxième, et puis après une troisième. Ça se passe en étoile. Comme ça. En étoile. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que probablement que moi, je me suis donné une autorisation de travailler, et c'était pas du coaching, je le vivais pas comme du coaching, c'était à la fois bien sûr que j'ai mon expérience de coach qui est là, mais à la fois j'étais capable d'assumer que je pouvais avoir aussi une direction à mon travail qui pouvait
s'inspirer. J'ai fait de la PNL, de la systémique, de l'analyse transactionnelle comme beaucoup, j'ai exploré beaucoup de choses. Et qui pouvait prendre de ces différentes démarches pour chercher à utiliser beaucoup plus probablement la résonance. Et avec des intentions que je n'avais pas les mêmes en tout cas que celles que j'avais quand je conduisais un groupe purement systémique. Et j'ai trouvé intéressant parce que là il y a la modélisation dont tu parles. C'est-à-dire, je trouve que ce qui est intéressant de le faire comme ça, c'est pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on fabrique quand on fait ça? On ne fabrique pas du tout la même chose au niveau du groupe. Et petit à petit, je ne suis pas restée longtemps dans cette dynamique parce que je trouve que c'est intéressant aussi que chaque membre du groupe participe. Donc très vite de cette bienveillance centralisée, je me suis autorisée plus tard à aller vers quelque chose qui serait de l'intelligence collective. C'est-à-dire que chaque personne, en prenant conscience de qui il est, en dehors de tout processus, parce que là c'était plutôt le vide, il n'y avait rien qui était limité, paramétré, ça a été de dire, mais finalement, quand vous avez entendu quel écho il y a eu en vous, et donc ça a été d'apprendre à faire la différence entre, oui, de temps en temps, j'ai besoin d'analyser une situation et puis de voir qu'est-ce qui se passe chez le client, et je fais des dessins et machin, parce que j'ai envie de voir son système, à qu'est-ce que moi j'éprouve dans cette situation-là, pourquoi elle me touche autant, pourquoi elle m'atteint autant, et quand un autre parle, pourquoi moi je vibre, et pourquoi moi je suis atteint, et pourquoi là je suis plutôt touchée. Et par ce système de résonance, prendre conscience des projections que l'on pouvait faire quand l'autre parle, de nos envies de l'accompagner ou pas, comment de faire la différence entre le problème qui est emmené par l'autre. Enfin, tout ça, ça peut se passer en one-on-one ou ça peut se passer en circularité. En circularité. Dans circularité, il y a tout le groupe qui va rebondir sur tout le groupe, je veux dire, dans quelque chose de déstructuré, d'émergent, et éventuellement une nouvelle structure va émerger. C'est clair que la structure de supervision véhicule quelque chose. C'est pas du tout la même chose que si je traite chacun à son tour d'une certaine façon. C'est pas la même chose s'il y a une structure portée par les uns et les autres où ils vont partager des rôles comme en réunion déléguée. Il y a des tas de structures différentes et je m'amuse avec ça. Quelquefois, je fais des chaînes, par exemple, en supervision. C'est-à-dire qu'il y a un coach, il y a un client qui va le choisir. Quand ils ont fait leur travail, le client va passer coach et un client va le choisir. Et quand ils ont fait leur travail, le client va passer coach et un autre client va le choisir. Autrement dit, on va voir des cascades qui se passent d'un coaching à l'autre et des thèmes qui se développent dans la durée sur une ligne de coaching avec des clients qui ont choisi des coachs, etc. Donc, on peut s'amuser avec des architectures différentes à aider le groupe à comprendre ce qui se passe dans des contextes différents. Alors l'architecture où je coacherai chacun à son tour, etc., est une architecture qu'on voit beaucoup dans des organisations où c'est le patron qui va avoir à la limite une table en U et qui va dire c'est discussion budget, alors à toi, puis à toi, puis à toi, puis à toi, et chacun va parler au patron, et le patron va apporter sa compétence budgétaire et tout, mais pendant ce temps-là, les autres observent, éventuellement apprennent, peut-être s'ennuient, peut-être projettent, peut-être se préparent mieux. Mais c'est une série de relations individuelles faites en public, en fait. C'est une forme d'architecture qui a du sens dans certains contextes, mais je trouve que c'est intéressant de jouer avec les architectures, en fait. Et c'est ce qui s'est passé maintenant, que j'ai cette liberté que je me suis donnée aujourd'hui, c'est que je change volontairement les architectures d'une même journée, pour justement pas être dans la répétition, l'habitude. En revanche, je garde beaucoup de temps pour le débrief avec les personnes. On a choisi tel processus, telle architecture, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en apprenez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Et bien sûr qu'en fin de journée, il y a toujours un thème qui se dégage de manière systémique pour beaucoup, en reflet avec des événements vécus dans les entreprises clientes. Oui. Voilà, on revient. Simplement, j'ai une appétence aujourd'hui pour soyons conscients des architectures que l'on met en place pour en voir les effets. Oui. Et j'ai fait une boussole sur, je
parlerai probablement un autre jour, sur la supervision, où on parle je parle des besoins des coachs, que pour répondre à ces besoins, il y a différentes réponses de supervision possibles, selon le superviseur choisi, sachant qu'il n'y a pas autant de supervision que de superviseurs. Je pense qu'il y a des familles. Selon comment on a été formé, on va plutôt faire travailler nos clients de telle et telle manière. Et c'est ok, chacune apporte entre la supervision didactique qui permet d'approfondir une connaissance sur le terrain, à ce qu'on pourrait appeler une supervision professionnelle qui serait plus large et pas forcément didactique, qui serait plus ouverte à différentes méthodes. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est cette parité dont on parlait un jour sur c'est quoi le coaching, qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans ou 30 ans sur ce type d'accompagnement coaching. Je disais, c'est comment on est en parité pour l'accompagnement. Dans la supervision, je pense qu'il y a aussi cette notion de parité sur qu'est-ce que, y compris moi, j'emmène pour faire travailler. Et là où il y a une différence de supervision, c'est sur les processus que l'on engage qui ne vont pas avoir le même impact sur ce que vont trouver ou recueillir les personnes. Oui, c'est clair que le superviseur, en quelque sorte, est garant de l'architecture, quelque part, qu'il propose aux superviseurs, aux participants. Donc, c'est comme un coaching. Je veux dire, le coach est garant du contexte du coaching. Donc, il encadre, c'est-à-dire qu'il est garant du cadre, pas du contenu. Et c'est la notion même de superviseur où il y a une parité entre tout le monde à un niveau humain et interactif, etc. Tant qu'on respecte le cadre ou qu'on décide de le modifier, etc. Mais le cadre a besoin d'être précisé et le superviseur est garant du fait qu'il y ait un cadre et éventuellement de la modification du cadre et de la réflexion sur le cadre, etc. Le cadre a un sens. Et c'est là où, en fait, on est véhicule d'une réflexion sur le cadre sociétal, le genre de cadre qu'il y a dans les organisations plates ou hiérarchiques, ou centralisées ou libérées, etc. Il y a une expérimentation nécessaire, on pourrait dire, en supervision sur l'exploration de cadre pour que les coachs soient compétents quand ils accompagnent des clients sur leur propre capacité à aider à explorer les cadres au niveau individuel, équipe et organisation. Donc je trouve que... Ça me va bien comme conclusion, ça. C'est déjà une conclusion. Oui, je pense qu'on pourrait faire un break et reprendre peut-être la conversation. Et éventuellement reprendre. Et on a, je pense, atteint une conclusion sur comment on s'appuie sur le cadre à qui on peut déléguer aussi une fonction supervisante. Très bien. Allez, Merci madame. À plus tard.